Aujourd'hui on se retrouve pour le top de mes lectures 2018. Vous vous doutez bien que sur 77 lectures, il n'y a pas eu que des succès, cependant je reconnais avoir plutôt un bilan positif cette année. À part 5 ou 6 très grosses déceptions, j'ai plutôt lu de super choses. Ça n'a pas été simple d'en choisir que 10, alors parmi les 10, je me suis permise d'inclure des sagas, même si j'ai des préférences entre les tomes. Pour moi, quand une saga est réussite, c'est la saga dans sa totalité. En 10e position de ce top lecture de 2018, nous avons Mon midi, mon minuit d'Anna McPartlin. Anna McPartlin. J'espère qu'elle me pardonnera. Mon midi, mon minuit, c'est l'histoire d'une bande d'amis qui ont la vingtaine, donc qui vivent en Irlande, et qui vont être confrontés à la chose la plus affreuse, je pense, qui peut arriver à une bande d'amis à cet âge-là, ça va être le décès de l'un de leurs amis. En fait, on va surtout suivre Emma, qui est l'amoureuse du garçon qui va décéder. Donc à travers ce drame, nous allons suivre sa reconstruction, sa vision de la vie, enfin voilà, toutes les étapes du deuil. Alors dit comme ça, le bouquin a pas l'air hyper fun, mais c'est là tout le succès de cette auteure, c'est qu'elle prend des sujets toujours très durs et pourtant on se fend la poire. Les personnages sont d'une réalité bouleversante, autant quand on se marre que quand on pleure. Donc ce livre m'a particulièrement touchée, autant pour la beauté et l'espoir que ça donne dans la vie, que par la difficulté qu'ils ont tous à se remettre de ce drame. En 9e position, je vais vous présenter un livre vers lequel je ne serais jamais allée de moi-même et en fait j'ai été attrapée par les petites étiquettes rouges, vous voyez, qui disent plus de 100 000 lecteurs conquis. Ce livre, c'est Petit secret, grand mensonge de Liane Moriarty. Voilà, donc c'est la soirée d'école des parents d'élèves et il va se passer un drame, quelqu'un va mourir. Nous allons suivre 3 mamans dans leur vie quotidienne, dans les semaines qui précèdent donc cette fête d'école. Ce qui m'a fait crever de rire, c'est que chaque chapitre est entrecoupé de périodes d'interrogatoire menées par la police. Clairement, on reconnaît tellement l'univers cliché des parents d'élèves à la Desperate Housewives où tout le monde se tire dans les pattes, où il y a des pseudo-alliances, les mamans, les papas, les hommes, les femmes. C'est à crever de rire. Et pourtant, on est totalement subjugué par l'histoire. Moi, je n'avais qu'une hâte, c'est de savoir, mais mon Dieu, qui va mourir et pourquoi et dans quelles circonstances. Il faut savoir que Petit secret, grand mensonge est à l'origine de la série Big Little Lies de Reese Witherspoon avec Nicole Kidman. Lisez d'abord le livre, clairement, et après foncez sur la série parce qu'elle est aussi bien que le bouquin, même s'ils ont interprété les personnages de manière totalement différente. Ça tient debout, donc allez-y. En 8e position, j'ai envie de vous parler de Heartless de Marissa Meyer. Marissa Meyer, c'est une auteure de littérature young adulte et elle est notamment connue pour sa saga Les Chroniques lunaires. Moi, ce que j'ai aimé chez Heartless comme pour Les Chroniques lunaires, c'est que c'est de la réécriture de contes. Et ici, nous allons découvrir l'histoire de la Reine de cœur avant Alice au Pays des Merveilles. Clairement, si vous êtes fan de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles autant que moi, vous allez surkiffer cette lecture. Qu'est-ce qui fait que la Reine de cœur soit devenue cette reine sadique qui tranche des têtes et joue au croquet? Eh bien, la réponse est là. Donc ici, nous suivons l'histoire de la Reine de cœur qui s'appelle Catherine, qui est une jeune fille du royaume de cœur et qui, elle, ce qu'elle aime le plus au monde, c'est faire de la pâtisserie. Sauf que voilà, Catherine va se retrouver dans une situation compliquée car elle fait partie des favorites du roi et que évidemment quand on est favorite du roi, ses parents n'ont qu'une envie, c'est de la marier. Mais ce n'est évidemment pas le projet de Catherine qui elle souhaite par-dessus tout ouvrir sa propre pâtisserie. Moi ce qui m'a plu dans cette histoire c'est que on sait que ça va mal se finir dès le début car la Reine de cœur étant ce qu'elle est, elle n'a pas dû vivre une vie facile pour être aussi fêlée. Même si au Pays des Merveilles tout le monde est fêlé, la Reine de cœur elle est quand même au sommet. Marissa Meyer a vraiment respecté l'univers de Lewis Carroll et pourtant elle a réussi, je ne sais comment, à créer elle-même son propre univers. En 7e position, c'est une lecture que je viens tout juste de découvrir au mois d'octobre, la saga de la faucheuse de Neal Shusterman, j'espère que je prononce bien le nom. Nous sommes donc dans le futur, dans un monde incroyable. La mort a disparu, les êtres humains, nous sommes immortels. Comment la mort a-t-elle fait pour disparaître de notre monde? Eh bien c'est grâce au Thunderhead. Le Thunderhead, c'est un ordinateur qui contrôle tout sur Terre. Il a permis donc l'immortalité, il a permis la disparition de la politique, il a permis de répondre à tous les problèmes écologiques. Cependant, il y a une seule chose que l'ordinateur ne peut pas contrôler, c'est la surpopulation car nous sommes déjà à 10 milliards d'habitants sur Terre.
Pour cela, les êtres humains vont décider de créer la communauté des faucheurs. Donc les faucheurs, ce sont ces magnifiques petits bonhommes. Ces faucheurs ont pour mission de tuer les gens pour que la planète ne soit pas trop surpeuplée. À travers le tome 1 de La Faucheuse, nous allons suivre l'histoire de Maître Faraday, qui est un faucheur très respecté, et qui va prendre 2 apprentis, un garçon et une fille, donc 2 adolescents, pour leur apprendre le métier de faucheur. C'est vraiment un univers, mais d'une originalité. Je n'avais jamais lu quelque chose comme ça. Et en plus, c'est super bien écrit. Ce que j'aime avec le Young Adult, c'est que ça nous permet de nous poser des questions sur l'avenir de l'humanité. Et là, avec La Faucheuse, on est clairement dedans. Car comme ça a l'air tiré par les cheveux, mais je vous jure qu'une fois que vous êtes plongé dans l'histoire, vous vous dites « Mais mince, c'est pas si bête que ça, c'est pas si fantasque que ça, vraiment ce serait possible d'ici plusieurs centaines d'années qu'on en arrive à une société pareille. » On change totalement de registre avec L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Mais pourquoi je n'ai pas découvert ce livre plus tôt? L'ombre du vent, ça raconte l'histoire d'un petit garçon dans le Barcelone au lendemain de la guerre civile. Et ce petit garçon, un matin, va être emmené par son père, qui va lui révéler un secret incroyable. Son papa va l'emmener au cimetière des livres oubliés. Le cimetière des livres oubliés, en fait, c'est un lieu secret dans la ville de Barcelone, dans lequel il y a tous les livres du monde. Le petit garçon, du coup, va devoir choisir un seul livre, qui sera son livre, à lui, et qu'il devra protéger et lire et aimer tout au long de sa vie. En choisissant ce livre qui pour lui semble anodin, ça va être le début d'une grande aventure. Cette histoire est remplie de mystères, il y a tout dedans pour plaire. J'ai pas envie de vous en dire plus parce que j'aimerais vraiment pas vous spoiler, mais il y a tout. Il y a de l'amour, de l'amitié, de la haine, de la vengeance, des histoires de famille. Mais surtout, ce que j'ai le plus aimé, c'est la plume de l'auteur. Carlos Ruiz Zafón, il a une plume d'une poésie rare. Les lieux, tout est très imagé. Si comme moi vous connaissez un petit peu la ville de Barcelone, c'est encore plus chouette de voir que les personnages se retrouvent dans des lieux que l'on connaît. À mon grand étonnement, j'ai été prise d'une frénésie de lecture incroyable et je l'ai lu en une journée, je crois, au bord de la piscine. C'était dingue, je n'arrivais pas à le lâcher. Donc rien que pour ça, mais allez-y, c'est quand même un bon pavé, une bonne brique, mais on la sent pas passer. En 5e position arrive une saga que j'ai découvert au tout début de l'année et que pareil j'ai dévoré au fur et à mesure des mois. Il s'agit de la saga Phobos de Victor Dixon. Donc là il m'en manque un, c'est une saga en 4 tomes, mais voilà j'ai prêté le tome 3. Donc ce projet qui devrait réunir tous les citoyens du monde, c'est le programme Genesis. En fait le programme Genesis c'est un programme spatial qui va envoyer 6 jeunes garçons et 6 jeunes filles célibataires sur Mars. Pour aller sur Mars, il y a 6 mois de voyage à travers un vaisseau qui s'appelle le Cupidon. Pourquoi le Cupidon? Parce qu'en fait, c'est une émission de télé-réalité et de rencontres. L'objectif, c'est que ces 6 jeunes filles et ces 6 jeunes garçons arrivés sur Mars se marient les uns avec les autres. Oui, c'est totalement tiré par les cheveux, mais quand on voit l'univers de la télé-réalité, je me dis qu'un jour on pourrait en arriver là. Ce qui m'a plu dans Phobos, c'est qu'il y a énormément de personnages, donc il y en a forcément un ou une auquel vous allez vous identifier. Voilà, le personnage principal c'est Léonore, mais moi personnellement c'est loin d'être mon personnage préféré. Ce qui m'a encore plu, c'est toutes les intrigues géopolitiques qui sont cachées derrière cette pseudo-émission de télé-réalité. Clairement, ça va beaucoup plus loin que ça. Et surtout, pour moi, le gros point fort de cette saga, c'est le personnage de Serena McBee qui est d'une cruauté. Je vous spoil pas parce qu'on le sait dès le début, mais mon Dieu, cette femme est un démon. J'ai rarement vu de méchante aussi barge, aussi cruelle, et rien que pour ça, il faut lire Phobos, rien que parce que j'ai pris plaisir à la détester. J'ai beaucoup aimé aussi la manière de raconter l'histoire. Victor Dixon, vu qu'on est à travers une émission de télé-réalité, a choisi de raconter cette histoire par le champ hors champ, ce qui se passe devant et derrière la caméra. Et aussi, vu que c'est quand même assez scientifique, donc que l'espace vous fascine mais que vous n'y connaissez pas grand chose, il y a dans tous les bouquins des petites illustrations sur le fonctionnement du vaisseau, voilà, sur comment est-ce qu'ils vont être envoyés en orbite. Ça permet de rendre vraiment cet univers spatial réel, on comprend vachement mieux la vulgarisation scientifique. Bref, c'est trop bien, jetez-vous sur la saga. En 4e position, un coup de cœur de malade pour Nous les menteurs dit Lockhart. Pareil, bouquin qui ne m'intéressait pas du tout, le titre ne me plaît pas, la couverture ne me plaît pas, et pourtant je me suis lancée car le pitch
arrière, lui, me tentait grave. C'est l'histoire d'une famille distinguée qui tous les étés partent tous ensemble, entre donc oncles et tantes, cousins, cousines, en vacances au même endroit. Donc nous suivons les 4 cousins cousines qui s'entendent à merveille, qui sont les meilleurs amis du monde, bref jusque là rien de très original, sauf qu'un été il va se passer un drame, un accident, on ne sait pas quoi quand on commence le livre, et la question qui va suivre est lequel des 4 ment. Je me suis faite avoir du début à la fin, je ne m'attendais pas du tout à ce dénouement final, mon Dieu le dénouement final, enfin plus l'histoire avance, plus on se dit ah non, c'est peut-être un peu plus complexe que seulement une histoire entre ados, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est impossible de deviner la fin, je vous jure. Enfin, s'il y a des gens qui ont deviné la fin, mais dites-moi comment vous avez fait, parce que moi, je n'ai rien vu venir. J'ai adoré cette lecture pour ça, c'est très poétique, c'est très dur, c'est brut de pomme comme le sont les ados, et donc rien que pour ça, j'ai adoré. Donc jetez-vous sur Nous les menteurs de Hilocart, sans hésitation. Il était en première position, puis il est passé en deuxième position pour finir en troisième position, mais vraiment, 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 lisez ce livre. C'est un classique et il s'agit de Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Mais mon Dieu, pourquoi j'ai pas lu ce livre avant? Pareil, un titre dont tout le monde a évidemment entendu parler. Cette couverture, je l'ai vue dans les librairies, mais je me rappelle déjà au collège, je me disais tiens, ça m'intrigue. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai remis à demain. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur est une histoire qui se passe dans les années 30 où nous allons suivre Scout qui est la fille d'un avocat qui vit donc dans une petite ville d'Alabama avec son papa et son grand frère. Scout vit des aventures dignes d'une petite fille, elle grimpe aux arbres, elle saute dans l'eau, elle se fait des frayeurs, elle joue, bref. Mais Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur en fait interroge surtout cette grande problématique qu'il y a en Amérique sur les questions raciales. Nous sommes dans les années 30 et le papa de Scout va faire le choix de défendre un homme de couleur noire qui est accusé d'avoir violé une femme de couleur blanche. Vous imaginez qu'à l'époque, clairement, les personnes de couleur sont totalement maltraitées, discriminées aux États-Unis. Et donc choisir de prendre la défense d'un homme de couleur noire va totalement marquer cette petite ville et surtout la vie donc du papa de Scout et de Scout elle-même. C'est un livre qui m'a bouleversée parce qu'il fait appel à des questions d'humanité essentielles. Il est accessible, il se lit vraiment facilement et on est emporté par l'histoire très rapidement car Scout est une petite fille pleine de vie, pleine d'entrain. Elle a un sacré culot, une sacrée grande gueule comme on dit et j'ai adoré son personnage, j'ai adoré les questions éthiques que ce livre pose. Donc clairement il faut le lire. Ça cause, mais ça ne s'hydrate pas. J'ai découvert il y a 2 semaines la saga Une braise sous la cendre de Sabaa Tahir. Pour l'instant, je n'ai lu que les 2 premiers tomes. Je sais que le troisième tome vient de sortir. Je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller me l'acheter le mois prochain. Cette saga est énorme. Pourquoi? Nous sommes dans un univers dystopique où le monde est séparé entre 2 classes de personnes, les érudits et les martiaux. Les érudits sont soumis aux martiaux. Les martiaux du coup ce sont de grands combattants et ils ont pris le dessus sur la population érudite après un conflit. Les érudits ce sont plutôt les artisans, voilà, donc ils vivent dans la pauvreté, ils sont totalement soumis aux lois dictatoriales, vraiment une autocratie, le pays des martiaux. Il y a un empereur et tout le monde doit obéir sans discuter à ses lois. Suivons 2 personnages, une érudite et un martiaux, Laïa et Elias. Laïa, c'est une jeune fille qui, dès le début, va se retrouver dans une situation affreuse. Ses grands-parents vont être assassinés devant elle et son frère enlevé par les martiaux et elle va tout faire pour pouvoir le retrouver et le sauver. En face de Laïa, nous avons Elias qui est un jeune martial qui fait partie de l'école de Blackleaf. Blackleaf, c'est l'école qui forme, on va dire, les militaires. Dans notre monde à nous, ça s'apparenterait à une milice, Blackleaf, voilà, c'est eux qui font régner l'ordre de manière hyper brutale et hyper glauque. Et Elias, c'est son dernier jour avant de devenir un masque, c'est le plus haut niveau du coup de l'école de Blackleaf. Mais lui, il n'en a rien à secouer, il n'en peut plus de cette horreur, il n'a qu'une envie, c'est de se barrer avec son pactage et d'aller découvrir le monde. Ce qui m'a plu avec cette saga, c'est qu'elle détonne avec les habituelles sagas dystopiques young adultes. Laïa et Elias sont des personnages très complexes. Il y a aussi des personnages secondaires exceptionnels. Moi j'ai adoré le personnage d'Hélène qui est une nana hyper badass. Une braise sous la cendre, en plus on est dans un univers au milieu du désert. Il y a des créatures fantastiques qui détonnent, qui changent de d'habitude. Pour une fois nous ne sommes pas face à des fantômes mais à des elfes et à des fées, etc. Voilà, ce sont des esprits du désert, des esprits malins, des démons. C'est excellent.
De même, j'ai adoré la grande méchante que l'on connaît sous le nom de la commandante, qui est d'une cruauté. Elle est infecte cette femme, je peux même pas vous... Ah, j'ai même pas envie de vous dire à quel point elle est infecte, vous allez la détester dès la deuxième page comme moi. Avant même de savoir que c'était elle la méchante, j'ai fait ok, toi et moi on va pas s'entendre. On arrive au top du podium, à la première position. La saga Les Chroniques Lunaires de Marissa Meyer. Voilà, Marissa Meyer, je vous en ai parlé tout à l'heure quand je vous ai parlé d'Heartless, qui était déjà énorme, mais ce n'est rien à côté de la saga des Chroniques Lunaires. Donc ça c'est le tome 3, mais en fait la saga des Chroniques Lunaires c'est une réécriture de contes. Chaque tome est une réécriture d'un conte de notre enfance. Ça va de Cendrillon au Petit Chaperon Rouge à Réponse et Blanche-Neige. Je vais vous raconter que le pitch du tome 1, les Chroniques Lunaires racontent l'histoire de Cinder, du coup qui est une femme, mi-robot. Voilà, c'est un... cyborg comme on dit. Les cyborgs sont très mal vus dans la société de Cinder, ils sont considérés comme des sous-hommes. Sauf que dans cet univers, dans ce monde au lendemain de la 4e guerre mondiale, il y a quelque chose d'affreux qui se passe, c'est la propagation d'un virus qui tue tout le monde sur son passage. Et ce virus du coup va totalement chambouler la vie de Cinder. Marissa Meyer a fait un travail incroyable car elle reprend les grandes lignes donc du Petit Chaperon Rouge de Cendrillon et elle en fait quelque chose de totalement nouveau. C'est ce qui fait que j'ai tant aimé, c'est que j'ai retrouvé l'histoire de Cendrillon mais sous un nouvel angle. Je n'avais jamais lu ça de ma vie. Chaque nouveau tome est meilleur que le précédent. C'est la meilleure des lectures de cette année car j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai eu peur, j'ai été prise d'une frénésie au point que je les ai tous lus. C'était pendant une période de révision de concours, donc clairement c'était ma récompense après 8 heures de révision, c'était de retomber dans les Chroniques Lunaires. Donc voilà, c'était mon top 10 de mes lectures 2018. Je n'ai pas eu envie de trop vous développer les histoires de chacun de ces livres et je n'ai pas envie de tout vous spoiler, il faut que vous soyez surpris, il faut que vous y alliez quand même avec votre propre regard. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite de très bonnes lectures et de découvrir de superbes bouquins. On se revoit bientôt pour un bilan lecture du mois de décembre. D'ici là, passez de bonnes fêtes, soyez heureux et vive la vie!